Bonjour à tous, bienvenue sur ce bulletin d'information de la Web TV Veille Stratégique, le bulletin numéro 18, et donc, comme c'est désormais la norme, le bulletin du mardi, avec donc aujourd'hui encore deux grosses actualités autour d'abord du théâtre ukrainien, et puis ensuite nous parlerons bien sûr de ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Alors donc pour commencer, en ce qui concerne l'Ukraine, donc pendant que nous étions en train d'enregistrer l'émission de vendredi, on a eu de plus en plus d'informations tout au long de la matinée selon lesquelles donc les Russes étaient passés à l'offensive dans le secteur de Kharkov. Donc aujourd'hui, on est mardi, ça fait donc 5 jours que cette offensive a démarré. On constate d'emblée qu'il s'agit, alors effectivement certains services de renseignement occidentaux notamment avaient averti l'Ukraine de la présence d'un corps de manœuvre assez important. On en avait déjà parlé dans nos bulletins précédents, au sud de Belgorod, de l'autre côté de la frontière côté russe, et que ces forces pouvaient à un moment ou un autre passer à l'offensive. Alors il est clair aujourd'hui, après 5 jours, que cette offensive n'a pas les moyens, en tout cas pour le moment, je précise toujours que nous parlons pour le moment, de s'attaquer à la prise de Kharkov elle-même, parce que la dimension de ce corps de bataille, selon les différents experts open source, et selon ce que disent les services de renseignement occidentaux, est évaluée à 20, à 30, peut-être 40 000 hommes, avec les réserves. On ne sait pas vraiment si ça inclut aussi les forces qui se trouvent également du côté de Soumy, c'est-à-dire l'ensemble de ce groupement nord qui vient d'être créé et qui est donc entré en action avec ce nouvel insigne blanc qui représente une rune de Thor, je crois, si j'ai bien compris le rapport avec la mythologie nordique. Mais en tout cas, ça semble tout à fait sous-dimensionné pour menacer directement Kharkov. Après, comme le soulignent certains analystes, si l'effectif ukrainien qui est déployé dans le secteur venait à s'effondrer, là, bien évidemment, la prise de Kharkov pourrait devenir, par voie de conséquence, envisageable. Mais en l'état de la situation et des forces déployées en ce matin du 14 mai, pour le moment, c'est pas envisageable. Alors, maintenant, on me dit, est-ce que c'est une offensive qui a un but militaire immédiat au-delà de cette fameuse zone tampon, parce que ça semble acquis à force de l'avoir entendu répéter, notamment par Vladimir Poutine, qu'on est dans l'idée donc de créer une zone tampon, et d'ailleurs on en voit tout l'intérêt puisque les Ukrainiens en représailles ont de nouveau tiré sur Belgorod et sur des cibles autour, au sud de Koursk. Donc, et qu'à Belgorod, on a eu un immeuble qui s'est effondré, ça a fait plusieurs, je crois que c'est 14 ou 18 morts, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais enfin, voilà, encore une fois, on tire sur les civils et sur des objectifs civils qui n'ont aucun intérêt, et on gaspille des munitions alors qu'on est attaqué sur le front immédiat. Bon, les gains donc de cette offensive se calculent en plusieurs centaines de kilomètres carrés ces derniers jours. Je crois qu'on est presque à 200 si j'ai bien compté ce matin. L'ensemble de la zone conquise, à l'exception des localités, n'a globalement pas été défendu par les Ukrainiens. Ils ont été soit surpris, soit les combats ont été assez rapides et on a vu quelques prisonniers. Les Ukrainiens eux-mêmes ont reconnu des succès tactiques, mais il faut là encore être fin dans notre analyse. Les réseaux défensifs qui ont été installés par les Ukrainiens dans ce secteur, dans certains endroits, et notamment du côté de Volchansk, on voit bien qu'il y a une partie d'entre eux, alors pas à Volchansk, mais sur d'autres parties du front, où c'est à plusieurs kilomètres de la frontière que se situent les lignes de défense principales de l'armée ukrainienne. Donc on peut comprendre que entre le poids
du rapport de force à la fois en hommes, mais aussi le rapport de force des feux, hein, le rap-feu comme on dit, donc là où les Russes ont un avantage colossal par rapport aux Ukrainiens, avec l'artillerie, avec l'aviation, les bombes planantes, on a eu de cesse d'en parler ces dernières semaines. Eh bien, là, l'avancée russe a pu se faire sans trop de difficultés. Certains canaux ukrainiens, mais qui n'ont pas l'air d'être très sérieux, évoquent déjà 1700 morts du côté russe. Ça paraît complètement invraisemblable vu la nature des combats. Qu'on ait peut-être 1700 pertes, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, surtout que là, depuis 2 jours, les combats se focalisent sur certaines zones comme Volchansk, qui sont donc des zones urbaines qui peuvent faciliter la défense. Mais voilà, on voit quand même que l'armée russe progresse et que les Ukrainiens sont sur le reculoir et qu'ils ont opéré ce qui pour moi est le plus important dans ce qu'on peut essayer d'envisager, d'analyser de la stratégie russe, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à prélever des unités ailleurs sur le front, et notamment dans le secteur de Zaporijia, ce qui a fait disparaître de facto l'hypothétique reprise de la tête de pont de Krinky par les Ukrainiens et leur installation durable pour se faire malheureusement à nouveau hacher, comme ça avait été déjà le cas l'année dernière. Là, on sait que là-dessus, c'est terminé, et on sait que dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de Zaporijia, il y a aussi, semble-t-il, des réserves, pas des unités qui étaient sur le front, mais des unités qui étaient sur l'arrière-front en réserve, qui ont été prélevées pour être transférées sur le secteur de Kharkov pour le défendre. Et donc, je pense que les Russes peuvent à tout moment, du coup, profiter de cette situation pour, alors peut-être ce transfert de réserve ne suffira-t-il pas à arrêter ce qui se passe dans le secteur de Kharkov, mais cela va probablement permettre aux Russes de frapper ailleurs, là encore en force, et de jouer à ce jeu-là avec l'armée ukrainienne autant de temps qu'il faudra pour aboutir à son effondrement. Parce que là, on est dans une situation assez intéressante, c'est que sur le plan opératif, on a des opérations offensives qui risquent de ressembler à ce qui se passait en 1918 à partir du mois de juillet, de la mi-juillet 1918, avec les offensives alliées sous la direction du maréchal Foch, c'est-à-dire qu'on va avoir des coups de boutoir de part et d'autre du front pour le faire reculer jusqu'à ce que l'armée ennemie soit désintégrée ou soit contrainte à la reddition. Voilà. Et tactiquement, on a aussi un niveau de combat qui est semblable à celui de 1918, c'est-à-dire qu'on n'a pas de percée du front avec une exploitation dans la profondeur. Hein, là, Iserson, le grand penseur des opérations en profondeur soviétique, n'est pas mis en avant parce que la nature des combats ne le permet pas. Hein, ne le permet plus. Je suis tenté de le dire. Donc on est sur quelque chose où on va avoir tactiquement des repoussées du front. Alors là encore, on n'est pas à l'abri d'un moment d'effondrement sur un lieu en particulier. On sait que là, si dans le secteur de Volchansk, la ville finit par tomber entre les mains des Russes, les Russes vont pouvoir prendre à revers d'ouest en est une grande partie des défenses ukrainiennes qui font face au nord, et que à terme ça pourrait permettre de fragiliser encore plus le secteur donc de Kupiansk et de provoquer un repli ukrainien en ordre ou pas, ça restera à voir. Là aujourd'hui on a vu que dans le secteur de Belgorod, dont certaines unités le premier jour ukrainiennes étaient capturées en petit nombre, on n'est pas à l'abri d'un assage un peu plus important si effectivement des points tactiques principaux de défense finissent par succomber et que ça ouvre à nouveau le champ de bataille. Mais disons que globalement, sur le plan opératif, on va avoir donc la possibilité pour les Russes de faire ces offensives coups de boutoir ou en tiroir, hein, pour reprendre l'expression qu'avait donné Jacques Sapir il y a quelques jours sur X. Et puis, donc comme en 1918, à partir de la mi-juillet pour les alliés franco-britanniques et américains. Et puis sur le plan tactique, on a non pas une percée du front, mais une poussée à chaque fois qui repousse les lignes adverses, qui l'oblige à manipuler
roquer ses réserves en permanence et au bout d'un moment, eh bien, à tenter d'être assez fort partout, on est fort nulle part et on aboutit à une détérioration générale de la ligne de front. Alors sur le secteur de Kharkov, hein, je vous fais pas la liste des villages qui sont tombés. On est donc effectivement à 186 km² de conquis par les Russes, hein. Voilà, donc quasiment 200. Donc c'est très important si on mesure également par rapport à ce qu'a été l'avancée des forces ukrainiennes lors de la contre-offensive estivale l'année dernière, hein. Ils ont absolument pas conquis ce type de surface et surtout ça leur a coûté très très cher. Et on sait que dans le même temps, donc on a encore, comme vous pouvez le voir sur les images, des combats au sud de Chassovyar, où les troupes russes continuent donc d'agrandir leur tête de pont par-dessus le canal du Seversky Donetsk, puisque on l'a dit là, le canal est couvert par une zone forestière et les Russes ont décidé de passer par là pour franchir plus facilement cet obstacle humide. Et donc là, on voit que les combats se poursuivent et que les Russes sont à la manœuvre. Dans le secteur à l'ouest d'Avdivka, c'est pareil. Hein, on a toujours donc autour de plusieurs petits villages et notamment en direction d'Ouman, on voit la poursuite des opérations offensives dont on avait déjà parlé la semaine dernière avec la fin de la conquête de la nouvelle ligne défensive que les Ukrainiens avaient installée après la chute d'Avdivka. Et puis on a dans le secteur sud de Donetsk la prise d'assaut de Krasnogorovka, hein, donc où là les Russes sont également à l'avancée et ont mis pied dans le village et continuent de progresser dans des combats bien évidemment qui sont de nature urbaine comme d'habitude. Alors vous m'excuserez, hein, le point Ukraine est un peu plus long que d'habitude. On doit également parler d'un autre point qui est très important, c'est la nomination donc du nouveau ministre de la Défense par Vladimir Poutine, hein, puisque donc la semaine dernière Vladimir Poutine a été solennellement investi président de la Fédération de Russie pour un nouveau mandat, et là donc il reconstitue son gouvernement et on apprend hier que c'est un économiste, Belousov, qui va prendre la place de Shoigu. Alors il faut noter qu'hier soir, dans les journaux, notamment d'LCI, c'est assez remarquable, même Galia Ackerman disait qu'il fallait pas employer le mot limogeage en ce qui concernait Shoigu. Hein, on est sur un changement de poste. Il va intégrer le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie pour superviser l'ensemble des opérations à la fois militaires mais aussi de nature industrielle, et son successeur qui donc lui est à la fois, et je remercie Jacques Sapir à cette occasion de la note qu'il a bien voulu me transmettre hier. Il a fait un thread sur X, mais voyant mon intérêt, il m'a envoyé la note complète qu'il a rédigée sur ce monsieur, parce qu'il l'a croisé il y a quelques années au cours de ses échanges universitaires et de ses travaux universitaires en Russie. Et donc c'est un monsieur qui est donc Belousov, qui est à la fois un économiste, un mathématicien, hein, et qui va avoir pour tâche de superviser la mise en perspective de tout ce qui concerne l'économie de guerre de la Russie à long terme. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que on va avoir là quelqu'un qui va non pas simplement s'occuper de l'immédiat ou de demain, mais qui va s'occuper d'une mise à plat de l'économie russe pour faire face à une guerre très froide avec les pays occidentaux pour au moins une dizaine, voire une vingtaine d'années. Hein, c'est-à-dire qu'on est là dans des perspectives à très long terme, et donc il faut quelqu'un qui soit capable d'endosser ce rôle-là. C'est pas que Shoigu n'était pas, on va dire, dimensionné pour ça, mais là, ce Belousov est beaucoup plus indiqué pour cette situation, et d'ailleurs dans les premiers sondages qu'on voit en Russie aujourd'hui, il a une confiance très importante, semble-t-il, au sein de la population pour ces questions-là. Il va être nommé donc donc il est nommé ministre de la Défense, mais il va avoir un rôle
qui va ressembler à celui d'une planification dont on parlait, alors nous dans l'économie de l'époque du général de Gaulle, hein, bien évidemment, pas la planification de Staline, hein, la planification à la française des années 60, qui a obtenu des réussites industrielles absolument extraordinaires et dont nous bénéficions encore aujourd'hui, et donc il va faire le lien entre le monde industriel et l'armée, mais aussi la société civile, pour que l'économie russe ne se transforme pas en économie de guerre au détriment de la population civile, au détriment des biens de consommation, au détriment des évolutions technologiques qui peuvent servir aux civils. On va avoir quelque chose qui le place, alors là par contre de manière beaucoup plus rapprochée avec l'époque stalinienne, mais pas n'importe laquelle, la période de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire qui va être à la tête, alors pas comme chef d'état-major de la Stavka bien sûr, mais il va être le directeur d'une Stavka étendue comme c'était le cas pendant la Grande Guerre patriotique, qui gère non seulement bien sûr l'aspect militaire des opérations, mais qui gère aussi l'aspect économique, et là avec cette double nécessité effectivement de mobiliser les industries et les industries à la fois lourdes, mais aussi tout ce qui concerne les hautes technologies pour poursuivre le bond non seulement qualitatif mais aussi quantitatif de l'économie de guerre russe, tout en maintenant un niveau intéressant de développement et de croissance du versant civil de l'économie, pour que pour la population il n'y ait pas à payer doublement, à la fois en envoyant ses fils combattre, mais aussi en ayant des restrictions de quelque nature que ce soit au niveau de l'économie civile. Voilà ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Et donc hier, sur LCI, on voyait des gens qui disaient tout ça est tout à fait cohérent, il faut le prendre tout à fait au sérieux, et ce n'est pas un limogeage pour Shoigu, c'est pas l'arrivée de quelqu'un qui n'y connaît rien, parce qu'on vient encore nous servir. Alors là, je ne sais pas comment on peut faire en France pour nous servir ça. Ce monsieur n'est pas issu du sérail militaire. Mais que je sache, notre ministre de la Défense, Le Cornu, il a même pas fait son service militaire vu son âge. Donc le fait de nommer quelqu'un qui n'est pas un militaire d'active à la tête du ministère de la Défense, ça paraît tout à fait normal et cohérent, hein. Alors effectivement, il y a toujours des États qui continuent d'avoir des militaires ou des gens qui sont issus du monde militaire qui sont ministres de la Défense, mais nous, Français, nous le savons parfaitement, que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un ministre de la Défense qui soit issu du monde militaire. Hein, je pense que de mémoire, le dernier dont je me souvienne, peut-être que je me trompe, mais je pense que le dernier c'était Pierre Messmer. Voilà. Et donc parce que Bijard, lui, n'a été que secrétaire d'État à la Défense, de mémoire aussi, de Giscard. Donc voilà. Donc venir pointer du doigt le fait que Belouzov n'est pas issu de l'armée russe, je vois pas où est le problème. Voilà, donc voilà ce qu'on doit retenir aujourd'hui sur cette question, et donc je vous invite à nous suivre sur nos autres canaux tout au long des jours qui viennent, des heures qui viennent, pour voir comment ce front de Kharkov va évoluer, et comment peut-être va-t-il permettre de faire évoluer les autres fronts. Peut-être y aura-t-il même une ouverture d'un autre front dans le secteur de Soumy, hein, puisque d'un côté les Ukrainiens procèdent à la fin de l'évacuation de la zone frontalière, et que les Russes, selon les services de renseignement occidentaux, continuent de mobiliser du monde. On verra bien ce que ça donne. Donc suivez-nous sur le blog, sur la page Facebook, sur Telegram, sur mon compte X Tertios del Sol, et puis bien sûr hein, vous n'hésitez pas à faire un geste financier. On a franchi grâce à votre fidélité le cap des 5000 abonnés donc ce week-end. Comme je le dis d'habitude sur ma chaîne historique, hein, un petit euro ou 2 euros par personne, et vous imaginez les moyens qui seraient à notre disposition pour pouvoir continuer le développement de cette chaîne. Alors le second sujet, c'est la bande de Gaza et la confrontation israélo-palestinienne. Donc on a vu que malgré donc l'incursion dans Rafah dont on a parlé la semaine dernière, le gros des opérations menées par Tsahal ces dernières heures s'est déroulé dans le secteur de Jabalia, donc au nord de la bande de Gaza.
Du côté de Rafah, on constate qu'il y a très peu de mouvements. Hein, la majorité des opérations qui sont menées là par le génie israélien sont là pour détruire la majorité des infrastructures sur un nettoyage du terrain conquis, mais rien d'autre. Donc c'est assez particulier, mais voilà, c'est comme ça que les Israéliens semblent procéder. Est-ce lié à la pression internationale et à la poursuite des négociations dont on parlait donc vendredi au Caire, et qu'on est dans un moment d'attente, et que quand la situation sera débloquée ou non sur le plan diplomatique, Tsahal passera à des opérations de plus grande envergure dans le secteur de Rafah, on le verra dans les jours qui viennent. Dans le secteur donc de la frontière avec le Liban, on a toujours des échanges de frappes entre Tsahal et le Hezbollah, hein, donc ce qui fait que toute la journée vous avez des alertes des alertes aériennes du côté israélien qui retentissent, hein, puisque on a des risques de tir de roquettes sur les villages du nord d'Israël, et aussi dans le secteur du plateau du Golan. Et puis dans la zone donc de la Cisjordanie donc occupée par Tsahal, on a toujours des raids des forces de sécurité et des arrestations de suspects qui sont liés à des groupes palestiniens, mais on n'en sait pas plus sur l'origine de ces groupes palestiniens. Est-ce que c'est les nouveaux mouvements qui ont été créés par les jeunes dans la région, et qui veulent s'émanciper à la fois de la tutelle du Hamas et de celle du Fatah? Peut-être. Est-ce que c'est des cellules du Hamas, comme on nous l'avait dit au départ? Pour le moment, tout cela reste très flou, mais simplement la situation continue d'être dans une tension permanente, dans une zone dans laquelle l'armée israélienne n'a absolument rien à faire, puisqu'elle l'occupe, je le rappelle, de manière illégale depuis 1967, et que la colonisation de cette zone se poursuit contre vents et marées à cause des membres extrémistes du gouvernement Netanyahou, qui utilisent, rappelons-le, les forces de l'ordre comme une espèce de milice privée pour mener des opérations, notamment dans cette zone, afin de se débarrasser des Palestiniens les plus gênants. Donc quand on nous dit des groupes palestiniens, il faudra bien faire le tri à la fin entre ceux qui appartiendraient vraiment à des mouvements de résistance ou des mouvements terroristes, et puis ceux qui sont les victimes de la politique de colonisation israélienne de manière beaucoup plus directe. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces deux thèmes. Donc je vous remercie encore de votre fidélité, le pouce en l'air, les commentaires positifs, le partage, un petit geste financier pour nous soutenir, et puis n'hésitez pas donc à nous suivre sur les différents canaux dont je viens de vous rappeler l'existence, et je vous dis à vendredi matin pour le second bulletin de la semaine. Bonne semaine à vous.